Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici ce soir à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à Universcience, à l'INSERM de nous y recevoir. Merci également au pavillon des sciences à Montbéliard avec lesquels nous sommes en duplex ce soir. Bonsoir Montbéliard. Nous sommes ensemble réunis pour débattre d'un sujet qui est dans l'air du temps avec ses premiers rhumes et ses premières grippes, un sujet de saison. Au programme ce soir, donc, la résistance aux antibiotiques ou encore l'antibiorésistance, cette capacité qu'un micro-organisme a de résister aux effets des antibiotiques. Depuis 1928, avec la pénicilline, la découverte du premier antibiotique, les bactéries sont entrées en résistance dans tous les milieux, à l'hôpital, dans le monde animal, on le verra, dans l'eau, même des nappes phréatiques. La surconsommation et la prescription excessive des antibiotiques sont donc devenus des enjeux de santé publique. Pour en parler avec nous ce soir à Paris, à ma gauche, Florence Brossier, bonsoir. Vous êtes bactériologiste à la Pitié-Salpêtrière. À côté d'elle, Yves Millman, bonsoir. Vous êtes professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort en pathologie des animaux de production. Vous êtes également chef du DPASP, département des productions animales et de santé publique. Vous êtes membre de la mission antibiorésistance du LSAI, laboratoire de sécurité des aliments. À côté de lui, Pierre Régis Burgel, vous êtes pneumologue à l'hôpital Cochin et vice-président de la Société française de la mucoviscidose. À Montbéliard est avec nous ce soir Emmanuel Raymond. Bonsoir, m'entendez-vous? Bonsoir, vous êtes médecin généraliste. Vous nous parlerez tout à l'heure en détail de votre pratique et de cette fierté qui est la vôtre d'être un très petit prescripteur d'antibiotiques, comme vous m'avez dit l'autre soir quand nous avons préparé ensemble cette conférence. Vous le savez, c'est un peu traditionnel, je l'ai oublié le mois dernier, mais nous jouons d'abord ensemble, puisque c'est vous qui allez participer au quiz suivant. Pour être sûr que vous êtes tous là pendant 1h30 avec nous, les réponses ne sont données qu'à la fin de la conférence. Pour l'heure, les questions, un choix entre deux propositions. Est-ce que nous avons nos cartons ou est-ce que c'est à main levée? Donc c'est à main levée. Cette conférence, on peut la suivre sur Twitter, en tweet live, au hashtag #Consent. Allons-y. Les antibiotiques sont des médicaments puissants qui tuent deux solutions. Les virus ou les bactéries. Les virus, d'accord, même pas 5 doigts. Les bactéries, d'accord, très bien. Deuxième question. Combien de patients, je sens que le suspense est assez insoutenable. Combien de patients développent chaque année en France des infections dues à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques? 16 000 patients ou 160 000 patients? 16 000? 160 000? Il faudra durcir un peu ce quiz, je trouve bien facile. Combien de morts prévisionnelles dues aux bactéries multirésistantes d'ici 2050? 1 million, excellente question, dans le monde. 1 million, 10 millions. Qui pour 1 million? Qui pour 10 millions? D'accord. Très bien, nous verrons ça en fin de conférence. Nous verrons si vous avez trouvé déjà les bonnes réponses et vous verrez qu'au cours de cette conférence, certaines réponses vont être... le suspense va être éventé. Florence Brossier, bonsoir. Qu'est-ce qu'un antibiotique? Commençons par une question un peu didactique. Oui, qu'est-ce qu'un antibiotique? Alors, les antibiotiques, ce sont des substances qui peuvent être ou naturelles, ou semi-synthétiques, ou synthétiques, et qui vont ou tuer les bactéries, ou alors empêcher leur prolifération. Donc, les antibiotiques naturels peuvent être produits par ou des champignons microscopiques, ou des bactéries. Et lorsque ces antibiotiques naturels sont produits par des bactéries, en fait, cela leur permet de tuer d'autres bactéries. Il y a une espèce de compétition qui peut s'établir entre les bactéries dans l'environnement. Et donc, les antibiotiques peuvent tuer certaines classes de bactéries. Donc, les antibiotiques peuvent avoir plusieurs mécanismes d'action. Ça va dépendre de la classe d'antibiotiques. Donc, un antibiotique peut inhiber la paroi
de la bactérie, ou elle peut empêcher la synthèse du matériel génétique de la bactérie. Elle peut encore inhiber la synthèse de protéines qui sont essentielles à la bactérie, ou elle peut inhiber certaines voies métaboliques de la bactérie. En fait, pour agir, un antibiotique, il a une cible d'action qui est bien précise au niveau de la bactérie. Voilà. Comment résistent les bactéries alors? Qu'est-ce que c'est le phénomène, la capacité de ces bactéries à résister aux antibiotiques? Qu'appelle-t-on antibiorésistance? Alors déjà, quand on parle d'antibiorésistance, il faut savoir de quoi on parle. Des fois, il y a un petit peu des confusions dans les esprits. Quand on parle d'antibiorésistance, il s'agit de la résistance d'une bactérie à un antibiotique, et pas la résistance d'un homme ou d'un animal à un antibiotique. C'est la résistance d'une bactérie. Il faut savoir que même en absence d'antibiotiques dans un milieu, dans toute population bactérienne qui existe, il va y avoir une petite proportion de bactéries qui va devenir résistante à un antibiotique. C'est des mutations qui se passent dans les chromosomes bactériens qui surviennent spontanément. Donc ce dont on a très peur actuellement, c'est la dissémination de la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que lorsqu'un traitement antibiotique est donné, il va y avoir prolifération des bactéries résistantes par rapport aux bactéries qui sont sensibles à un antibiotique. Et cette prolifération des bactéries résistantes peut aboutir à leur dissémination, que ce soit chez l'homme, chez l'animal ou dans l'environnement. Voilà. Il faut savoir que tout antibiotique donné, donc ce qu'on veut, c'est en fait pouvoir résoudre une infection bactérienne, mais tout antibiotique donné va avoir également un impact sur les microbiotes qu'on possède. Donc le microbiote, c'est l'ensemble de micro-organismes qui nous colonisent, dont les bactéries. Donc il faut savoir que dans le corps humain, on est constitué de 10 fois plus de cellules bactériennes que de nos propres cellules. Simplement, en poids total, nos propres cellules à nous sont plus lourdes que les cellules bactériennes. Donc, en poids total, on a à peu près 1 à 2 kg de bactéries. Mais en nombre de cellules, on a 10 fois plus de cellules bactériennes. Et tout antibiotique va avoir un effet sur notre microbiote bactérien, en particulier au niveau de notre microbiote intestinal. La plupart des bactéries qui nous constituent se trouvent dans l'intestin. Voilà. Cette capacité que les bactéries ont à entrer en résistance est-elle universelle? Oui, cette capacité que les bactéries ont à résister est absolument universelle. Simplement, la dissémination de la résistance peut se faire de façon différente d'une région à une autre, selon ce qu'on appelle la pression de sélection antibiotique. C'est-à-dire que plus une bactérie est soumise à un antibiotique, plus elle va trouver des moyens de défense vis-à-vis de cet antibiotique. Elle va essayer de résister à l'antibiotique. Il y a plusieurs moyens pour une bactérie de résister à un antibiotique. Donc, on dit qu'il y a 3 grands moyens. Le premier moyen, c'est la sécrétion d'enzymes. Ce sont des protéines qui vont inactiver l'antibiotique. Ça, c'est le premier moyen. Après, il y a un deuxième moyen. C'est par exemple empêcher la pénétration à travers la bactérie de l'antibiotique. Donc, il va y avoir une modification de la paroi de la bactérie. Il y a un autre moyen, enfin il y a pas mal d'autres moyens différents également. Il y a par exemple une modification également de la cible de l'antibiotique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un antibiotique, il y avait une cible bien précise à l'intérieur de la bactérie. La bactérie, pour résister à l'antibiotique, elle va pouvoir modifier la cible. Vous avez évoqué l'autre soir, quand nous avons préparé ensemble la conférence, la notion de gradient nord-sud en ce qui concerne l'antibiorésistance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors l'antibiorésistance, donc, elle est présente partout dans le monde, ça on le sait, mais néanmoins, il faut un peu pondérer, j'allais dire, ce message, parce que d'un pays à un autre, on n'a pas forcément les mêmes antibiorésistances. La pression de sélection antibiotique n'est pas forcément la même. Donc, par exemple, on dit qu'en Europe, il y a une espèce de gradient nord-sud. Donc, globalement, au nord de l'Europe, on dit qu'il y a peu de résistance aux antibiotiques, alors que la résistance aux antibiotiques, elle est beaucoup plus élevée dans le sud de l'Europe ou dans l'est de l'Europe. Alors pourquoi il y a cette espèce de différence, ce gradient nord-sud? Alors il y a plusieurs explications, mais on ne les connaît certainement pas encore toutes. Donc une des explications, c'est que
l'utilisation des antibiotiques ne se fait pas tout à fait de la même façon. Hein, les antibiotiques, la diffusion des antibiotiques est plus ou moins bien contrôlée. Elle peut se faire sous prescription médicale ou pas selon les pays. Il y a également la dissémination de la résistance qui est plus ou moins bien contrôlée selon les pays. Mais ces deux facteurs ne sont pas les seuls facteurs. L'antibiorésistance, elle n'implique pas que la santé humaine. Elle implique également l'agriculture et la santé animale. Hein. Donc on peut utiliser des antibiotiques en santé animale ou dans l'agriculture et ça a un impact également sur l'antibiorésistance en santé humaine. On sait que plus on utilise un antibiotique en santé humaine, en santé animale ou en agriculture, plus il va y avoir émergence de la résistance et diffusion de la résistance. Voilà. Vous évoquiez un cas particulier au sujet de l'antibiorésistance en Afrique, l'autre soir, au sujet de la prescription du paludisme. Alors, le paludisme, ce n'est pas Alors, déjà, les antibiotiques, ça agit uniquement vis-à-vis des bactéries. Hein. Ce qu'on appelle vraiment un antibiotique, c'est efficace uniquement sur les bactéries. Ça, c'est vrai qu'aussi, des fois, il y a une confusion chez les gens. Il y a une enquête en Europe récemment qui a montré qu'il y avait plus de 40% des Européens qui ne savaient pas que les antibiotiques, par exemple, n'agissaient pas sur les virus ou sur les champignons microscopiques. Hein. Donc les antibiotiques, par exemple, ça n'agit pas sur le rhume et ça n'agit pas sur la grippe, d'accord, qui sont dus à des virus. Voilà. C'est pour ça qu'en particulier en France, il y a eu des campagnes. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il y a 20 ans, vous alliez chez votre médecin généraliste, vous aviez un rhume ou une angine, on vous prescrivait quasiment en systématique des antibiotiques. Sauf que sur ces pathologies infectieuses qui sont plutôt virales, maintenant, par exemple, quand vous allez chez votre médecin généraliste, il peut y avoir des tests rapides. Par exemple, quand vous avez une angine, on vous fait un test rapide qui va détecter la présence d'une bactérie qui s'appelle le strepto-A qui peut donner l'angine. Mais les angines sont majoritairement dues à des virus. Donc, lorsque le test est positif pour la présence de la bactérie qui s'appelle streptocoque du groupe A qui donne une angine bactérienne, on va vous donner des antibiotiques. Un antibiotique. Par contre, si le test est négatif, on va plutôt penser à une angine virale et dans ce cas-là, on ne vous donnera pas d'antibiotique, ça ne sert à rien. On va plutôt vous donner un traitement, par exemple, contre la fièvre. Hein, voilà. Merci Yves Milman, bonsoir. Florence Brossier évoquait à l'instant les nombreux facteurs à l'origine de l'antibiorésistance, les disparités géographiques, et elle parlait, entre autres, des antibiotiques prescrits aux animaux. On prescrit donc des antibiotiques aux animaux? Alors, l'homme est juste un animal parmi d'autres. D'accord. Donc, de même que l'homme peut souffrir d'infections bactériennes qui justifient à ce moment-là le recours à des antibiotiques, de la même façon, nos animaux préférés peuvent également souffrir d'infections bactériennes qui justifient également le recours à des antibiotiques. Voilà, donc on a des usages antibiotiques aussi bien sur les animaux de production, c'est-à-dire les vaches, les moutons, les chèvres, les animaux de basse-cour, donc moutons, enfin cochons, volailles, mais aussi chez les animaux de compagnie, donc chiens, chats, et puis les nouveaux animaux de compagnie qu'on commence à voir de plus en plus, les iguanes, etc. Voilà, et donc eux aussi peuvent souffrir d'infections bactériennes et à ce titre peuvent également bénéficier effectivement d'un traitement antibiotique. Vous disiez l'autre soir que soigner nos animaux, c'était aussi se soigner nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Alors, je ne vous ai pas dit ça d'emblée. Pas d'emblée, c'est vrai, mais vous non, pouvez. Je vous ai expliqué effectivement que lorsqu'on recourait à des antibiotiques pour traiter des infections bactériennes, certaines de ces infections bactériennes sont des infections qui sont communes à l'homme et aux animaux. Donc, on parle d'infections zoonotiques, on devrait même dire anthropozoonotiques. Donc un exemple, les salmonelloses. Et donc dans ce contexte, si vous traitez un effectif d'animaux qui est en train d'exprimer une salmonellose, vous allez réduire l'excrétion dans le milieu des salmonelles,
vous allez aussi éviter ou diminuer le risque de contamination de l'homme, alors en premier lieu de l'éleveur et de toutes les personnes qui travaillent au contact des animaux, mais aussi ensuite éventuellement du consommateur, quand on parle d'animaux de production. Donc je pense pour les salmonelles par exemple, la contamination via les produits tels que les œufs, le lait, la viande. Voilà, donc de fait, dès lors qu'on met en place de façon judicieuse bien évidemment un traitement antibiotique pour maîtriser une infection chez les animaux, eh bien de fait, on est également le premier maillon de ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire. Donc on participe complètement de la santé publique au plan humain en évitant la contamination de l'homme par des pathogènes. Quand vous dites de manière judicieuse au sujet de la prescription des antibiotiques, que cache, que dissimule le judicieux, l'adjectif? Alors, il cache le fait que les antibiotiques, c'est pas automatique, comme l'a dit ma voisine tout à l'heure, ou qu'à force de les utiliser à tort, ils vont devenir moins forts. Enfin, donc ça fait pas. Ça sont les deux campagnes majeures auxquelles on a été soumis ces dernières années et qui, à mon sens, a contribué à une prise de conscience de l'ensemble des professions médicales et paramédicales de l'intérêt justement d'essayer de réduire le recours aux antibiotiques. Comme je dis à mes étudiants, en général, c'est la règle des 2 M. On utilise moins et mieux. Autrement dit, on n'utilisera des antibiotiques que lorsque c'est justifié. Ma collègue de droite, tout à l'heure, vous a expliqué ce qu'on pouvait faire chez l'homme. Et bien de la même façon, chez l'animal, on dispose aussi de ce qu'on appelle, nous, des tests disponibles. Alors, on ne dit pas au chevet du malade, on dit au chevet du patient, parce que voilà, c'est un petit peu moins... Enfin, c'est un animal, quoi. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais donc, on dispose également de tests rapides pour attester du fait qu'il s'agit bien d'une infection bactérienne. Et donc, l'animal justifie pleinement d'un recours à un antibiotique, alors qu'au contraire, si c'est une infection virale, effectivement, là non plus, que ce soit l'homme ou l'animal, ça ne change rien. Le recours à l'antibiotique est totalement, est une ineptie. Et d'autre part, à partir du moment où on utilise un antibiotique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la pression de sélection qui s'exerce va concourir à un moment donné à l'émergence d'une souche. Alors, on ne crée pas d'antibiorésistance, par contre, on favorise l'émergence d'une souche antibiorésistante qui ensuite peut diffuser. Et il se trouve que le monde bactérien n'est pas étanche, et donc vous pouvez très bien avoir des bactéries qui viennent du monde animal, qui rencontrent des bactéries du monde humain, et qui vont gentiment échanger des gènes de résistance, et qui vont à ce moment-là concourir à la résistance, comme l'expliquait notre collègue tout à l'heure. Vous évoquiez à l'instant les dernières campagnes de santé publique concernant les antibiotiques et la résistance de certaines bactéries. Est-ce que vous pouvez nous parler du plan Éco-Antibio, s'il vous plaît? Je sais que vous m'avez dit que nous étions arrivés au terme du premier plan et que nous sommes au début du second ou du deuxième. Donc la profession vétérinaire, donc elle aussi recourt bien évidemment et prescrit des antibiotiques pour maîtriser toutes les infections bactériennes qu'on va retrouver chez l'animal, donc animaux de rente comme animaux de compagnie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais la profession vétérinaire, comme les médecins, a pris conscience de l'importance justement d'essayer de maîtriser l'usage des antibiotiques, et sous la pression des autorités, sous la houlette du ministère de l'Agriculture, en 2012 a été lancé un premier plan qu'on appelait le plan Éco-Antibio 2017, donc qui s'est terminé là en fin 2016, qui a duré 5 ans. Et là, il y en a donc un deuxième qui est lancé. Et l'objectif, un des objectifs majeurs, l'objectif affiché, c'était de diminuer la contribution de l'usage des antibiotiques dans le monde animal à la diffusion de résistance vers l'homme. Et un des objectifs chiffrés qui avait été donné, c'était de réduire en 5 ans de 25% l'exposition des animaux aux antibiotiques. Alors cet objectif a été atteint haut la main, puisqu'au bout de 5 ans, là, on a globalement une diminution en France de l'exposition des animaux aux antibiotiques de l'ordre de 37%, et avec un effort particulier qui a été fait depuis 3 ans sur ce qu'on appelle les antibiotiques d'importance critique vétérinaire. Ces antibiotiques d'importance critique sont des antibiotiques récents, en principe extrêmement efficaces, avec d'excellentes qualités ou caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qui justifient pleinement qu'on puisse les utiliser dans un certain nombre de circonstances, mais qu'on se réserve le droit de n'utiliser qu'en deuxième intention, après avoir mis en œuvre des examens complémentaires qui justifient pleinement qu'on puisse recourir à ces antibiotiques-là. Donc ce sont d'une part les céphalosporines de 3 et 4e génération, et d'autre part les fluoroquinolones, qui sont autorisés donc en médecine vétérinaire, mais qu'on ne peut pas utiliser en première intention, et dont l'utilisation en 5 ans a baissé entre 74 et 82% selon les catégories. Merci beaucoup Yves Villeman. Nous allons à Montbéliard. Bonsoir Montbéliard. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Raymond.
Vous êtes médecin généraliste. Les antibiotiques, c'est votre quotidien. Quand je dis votre quotidien, pas tout à fait, parce que vous êtes assez fier de résister à la tentation permanente de prescrire des antibiotiques. Racontez-nous ça. C'est une prise de conscience, ce qui s'est fait progressivement, comme vous disiez, par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Ça s'est fait progressivement devant la nécessité que les médecins participent énormément à cette lutte contre l'antibiorésistance. Donc ça commence dans nos cabinets médicaux. On rencontre énormément de pathologies infectieuses, que ce soit en pédiatrie, adulte ou gériatrie. Et donc on arrive à prescrire beaucoup moins d'antibiotiques, justement en examinant, en faisant notre travail correctement, comme je dirais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir, je reviens toujours à l'histoire naturelle des maladies qu'on voit pratiquement quotidiennement, que sont les rhinopharyngites ou les rhumes, les angines, les bronchites, les grippes et même les otites chez les enfants, qui sont principalement d'origine virale. Et donc, comme je dis souvent à les patients, une fracture ne guérira pas plus vite si on la met sous antibiotiques. Donc, une rhinopharyngite qui est toujours virale ne guérira pas plus vite si on la met sous antibiotiques. Et ensuite, il faut expliquer aux patients ce qu'est une rhinopharyngite normale. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est-à-dire, à une maman, votre bébé aura 4 jours de fièvre, il va avoir le nez qui va couler, les sécrétions vont devenir jaunes, il va tousser, et tout ça va durer environ 2 semaines. Et ce n'est pas facile à accepter de la part de la maman, mais quand on prend le temps d'expliquer, je pense qu'il y a une énorme demande de ce côté-là. Et donc, les gens, contrairement à ce qu'on pense, souvent des médecins qui sont prescripteurs d'antibiotiques disent « on nous les demande », mais je crois que les gens, au contraire, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus. Voilà. Enfin, n'en veulent plus dans ces pathologies-là pour les réserver aux pathologies importantes où là, il faut les garder précieusement. Vous évoquiez les débats avec vos confrères et vos consoeurs au sujet justement de la prescription des antibiotiques. Vous expliquiez que certains et certaines d'entre elles, en fait, c'était à la fois une prescription par habitude, mais aussi par peur, peut-être parce qu'ils cèdent à la pression de leurs patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît? La pression peut être en partie, mais je pense plus par crainte et peur. Voilà, moi, j'ai eu une expérience il y a quelques années. J'étais jeune médecin. J'ai rencontré dans une réunion de confraternelle un vieux médecin comme moi aujourd'hui, voilà. Et il m'expliquait qu'il mettait des antibiotiques au plus large spectre à tout le monde. Comme ça, il était quitte de s'embêter à examiner les gens. Il ne se trompait pas. Il savait bien que c'était utile dans 10% des cas, mais ce n'était pas grave. Voilà. Donc moi, ça a été une de mes prises de conscience qui m'a fait réaliser ce gros changement, et ça s'est passé il y a environ 25 ans. Voilà. Donc vous trouvez les mots en fait pour convaincre vos patients et vos patientes. Bien, je pense oui, mais il faut prendre du temps, il faut expliquer justement l'histoire naturelle de la maladie, ça j'y reviens souvent à ça. Qu'une bronchite, souvent les gens nous disent « je suis surinfecté, je crache jaune ». Non, c'est l'histoire normale d'une bronchite. C'est les séquelles de la guerre contre le virus. Il y a des macrophages, il y a des virus qui meurent. Forcément, les sécrétions vont devenir jaunâtres. Ce n'est pas un signe de surinfection. Et quand on a expliqué ça à quelqu'un, je pense que c'est facile à comprendre. Vous présentiez à l'instant comme un vieux médecin, mais c'est parce que sans doute vous cherchez les compliments. Est-ce que vous savez comment on forme les jeunes médecins ? Alors, les jeunes médecins, j'en côtoie par mes remplaçants, j'en côtoie par ma fille qui est en 5e année de médecine. Je pense qu'ils ont une bien meilleure formation qu'on a eue. Moi, on s'est formé énormément dans ces cas-là sur le tas. Je pense qu'en ORL, on n'avait aucun cours sur l'angine. C'était tellement simple que les professeurs venaient nous parler des choses très compliquées qu'on ne verra jamais dans notre carrière, sauf qu'un cours sur l'angine, on n'avait pas. Alors qu'aujourd'hui, je vois les jeunes médecins qui arrivent, mes remplaçants, ils ont un comportement qui est d'emblée à peu près comme le mien. Donc je pense qu'ils ont une formation qui est franchement beaucoup plus poussée dans ce contexte-là. Dans quel cas, malgré tout, vous prescrivez des antibiotiques ? Alors, il faut avoir des arguments cliniques, soit de complications de maladies virales, ou soit si on a une pyélonéphrite, si on a une pneumopathie, si on a... Là, il ne faut surtout pas, justement, gâcher cette occasion d'en prescrire. Les prescrire correctement. Se posent actuellement les questions de durée de prescription. Il y a une tendance aujourd'hui, peut-être, il y a eu des études, de dire qu'on prescrivait de façon systématique peut-être un peu trop longtemps.
hein, que peut-être on pourrait s'attacher à l'état de guérison ressenti du patient, puisque des patients disaient, il y a une étude qui a été faite récemment, je ne sais pas si elle est complètement sortie, en voyant que quand les gens arrêtaient des traitements un peu précocement parce qu'ils se sentaient guéris, il n'y avait pas plus de complications que si on faisait un traitement prolongé. Alors ça, c'est difficile à évaluer sur les durées. Voilà. Mais on voit qu'il y a une tendance quand même dans les pyélonéphrits, dans les pneumopathies, à diminuer les durées par rapport à ce qu'on avait appris il y a quelques années. Merci Emmanuel Raymond. Nous reviendrons tout à l'heure à Montbéliard avec les questions du public. Bonsoir Pierre-Régis Burgel. Vous êtes pneumologue, vous êtes spécialiste de la mucoviscidose, une pathologie pour laquelle on prescrit beaucoup d'antibiotiques. Oui, absolument. Déjà, moi, je suis pneumologue, donc spécialiste des poumons. Il faut savoir que dans le monde, 80-90% des antibiotiques sont prescrits pour les maladies respiratoires, que ce soit des bronchites. Alors, on a entendu qu'il ne faut pas toujours en prescrire pour des bronchites, c'est vrai, sauf quand ça traîne quand même. Hein, au bout d'une semaine de bronchite, on a le droit de prescrire des antibiotiques, ça fait partie des recommandations. Et après, il faut aussi bien différencier des situations particulières, parce que là, on a parlé de non-prescription d'antibiotiques dans des pathologies, on va dire, bénignes, la bronchite du sujet sain, la rhinopharyngite, l'otite de l'enfant quand il n'y a pas d'éléments en faveur bactérien, l'angine. Mais il y a deux situations différentes. Il y a la situation des pathologies graves, les pneumonies. Si vous ne donnez pas d'antibiotiques à une pneumonie, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des décès. Il y a certaines pneumonies qui tuent en quelques heures. Donc il faut quand même faire attention à ça. Et puis il y a une deuxième situation qui est la situation des maladies respiratoires chroniques. Il y a en France 10% d'asthmatiques. Il y a en France, selon les âges, mais enfin si on est sur des populations de 60-65 ans, on est à 15% de patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques liées au tabac. Il y a des pathologies spécifiques, on va en reparler, comme la mucoviscidose. Et dans ces pathologies-là, la prescription d'antibiotiques ne correspond pas du tout à la même logique que dans la population, on va dire, générale, saine. Donc le côté les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Dans une consultation de médecine générale, c'est quelque chose qu'on comprend très bien. Moi, dans mon quotidien, qui est un quotidien de maladies respiratoires chroniques et de maladies hospitalisées aiguës graves, les antibiotiques sont souvent automatiques et on est, nous, les plus gros prescripteurs d'antibiotiques de notre hôpital. Parlons de la mucoviscidose, s'il vous plaît, et de la relation complexe de cette pathologie avec la prescription d'antibiotiques. La mucoviscidose, hein, très brièvement, c'est une maladie dont tout le monde connaît le nom. Et en particulier, tout le monde connaît le nom parce que beaucoup de gens ont suivi l'épisode malheureux Grégory Le Marchal, hein, qui est décédé de cette maladie. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie, on naît avec. Il y a environ en France 7000 patients qui ont la mucoviscidose. Donc c'est très petit, je ne sais plus, il y a 66 millions de Français, quelque chose comme ça. Donc 7000, c'est très petit. Et c'est une maladie qui est une maladie qui a été découverte initialement à la fin des années 30. Et quand on naissait avec la mucoviscidose dans les années 40 ou 50, on mourait dans les 3-4 premières années de vie. Et puis actuellement, quand on naît avec la mucoviscidose, on va devenir adulte et on a de bonnes chances de vivre longtemps. Et une des grandes transformations de la mucoviscidose, du pronostic de la mucoviscidose, ça a été le recours aux antibiotiques, parce qu'en fait, cette maladie, elle est caractérisée par une infection pulmonaire qui est une infection chronique. C'est-à-dire que les bactéries, les enfants naissent avec des poumons qui sont sains, dans lesquels il n'y a pas de bactéries pathogènes, et au bout de quelques mois de vie, habituellement, il y a une infection qui s'installe, et cette infection va contribuer à la destruction pulmonaire. Et en fait, avec les antibiotiques, on n'est pas capable d'éradiquer complètement les bactéries, de les supprimer complètement, mais par contre, on est capable de les maintenir à un niveau acceptable, ce qui va réduire les destructions pulmonaires et améliorer considérablement le pronostic. Et c'est pour ça que nous, on prescrit énormément d'antibiotiques dans cette maladie-là, que ce soit des antibiotiques en comprimé, des antibiotiques en aérosol, donc directement dans les poumons, ou des antibiotiques en perfusion. Quand vous dites que les antibiotiques ne viennent pas à bout de toutes ces bactéries présentes dans les poumons, est-ce que ça revient à dire que certaines bactéries seraient devenues multirésistantes, justement ? C'est très compliqué parce que dire d'une bactérie qu'elle est résistante à un antibiotique, si on se place du point de vue de ma consoeur bactériologiste,
On va mettre une bactérie dans une boîte de plastique avec un milieu de culture, elle va pousser, et puis on va mettre l'antibiotique dessus et on va dire l'antibiotique tue la bactérie ou l'antibiotique empêche la bactérie de proliférer. Mais d'un point de vue humain, de pathologie humaine, le fait qu'une bactérie reste présente à l'intérieur d'un poumon, ça peut être lié, une fois qu'on a donné des antibiotiques, ça peut être lié à une résistance de cette bactérie à l'antibiotique, mais ça peut être aussi lié à tout un tas d'autres facteurs. La bactérie en particulier, elle peut se cacher dans des coins du poumon et dans des zones où les antibiotiques diffusent pas bien et où c'est compliqué pour un antibiotique d'aller détruire la bactérie. Donc, persistance de la bactérie, infection chronique, c'est pas du tout synonyme de antibiorésistance. Dans le cas de la mucoviscidose, y a-t-il des patients ou des patientes pour lesquels les antibiotiques sont inefficaces? C'est extrêmement complexe, là encore. On a des problèmes avec les antibiotiques dans le cadre de la mucoviscidose. On a des problèmes de résistance, mais on a aussi des problèmes de tolérance des antibiotiques, c'est-à-dire que quand on en prescrit beaucoup, il y a des effets secondaires, il y a des allergies, il y a des problèmes liés à des effets secondaires des antibiotiques. Mais l'efficacité ou la non-efficacité d'un antibiotique, c'est compliqué à juger dans une infection chronique. Quand vous êtes dans une infection bactérienne banale, je dirais, vous êtes dans une pneumonie, vous avez de la fièvre, vous avez une bactérie dans le poumon, vous donnez un antibiotique, au bout de quelques jours, vous savez si vous êtes guéri, si vous n'avez plus de fièvre, si vous toussez plus, et si la bactérie a disparu. Quand on est dans la mucoviscidose, on est dans une maladie chronique où les gens toussent, crachent, ils ont des symptômes, et ils ont une bactérie avant qu'on leur donne l'antibiotique, et ils ont la même bactérie dans le poumon une fois qu'on leur a donné l'antibiotique. Donc c'est compliqué de dire si la dégradation de la maladie est liée à une résistance à l'antibiotique ou si c'est simplement lié à une progression de cette maladie. Dans le cadre des soins de la mucoviscidose, a-t-on réfléchi à d'autres alternatives que les antibiotiques? Alors oui, bien sûr. Il y a des alternatives liées au mécanisme de cette maladie. On sait que cette maladie, elle est liée à des mutations génétiques qui font qu'il y a certaines protéines qui ne fonctionnent pas bien dans le poumon et que c'est ça qui provoque l'infection bactérienne. Donc il y a une première solution qui est d'essayer de cibler ces mécanismes, de cibler la cause de la maladie. Comme ça, on aura moins d'infections bactériennes et on utilisera moins d'antibiotiques. Ça, c'est une première solution. Puis après, il y a des voies de recherche actuelles sur deux types de molécules antibactériennes. On a soit des antibiotiques dits naturels. C'est des petites protéines qui sont fabriquées de façon naturelle par les organismes et qui tuent les bactéries. Donc ça, c'est pour l'instant pas très avancé. Il y a quelques essais cliniques en France sur ce type de molécules. Et puis, il y a quelque chose qui a été remis à la mode dans les dernières années, qui sont ce qu'on appelle les bactériophages. Les bactériophages, c'est des virus qui tuent les bactéries. Il y en a partout, il y en a dans l'environnement. Et il y a une recherche qui était assez active, en fait, au début du XXe siècle, sur ces virus qui tuaient les bactéries. Et cette recherche s'est un petit peu arrêtée avec la découverte des antibiotiques, puisqu'on avait des solutions plus simples pour tuer les bactéries. Maintenant qu'on a de l'antibiorésistance, on va dire que les bactériophages reviennent un petit peu à la mode. C'est vrai pour des infections localisées sur la peau, pour des infections au niveau des os en particulier. Dans le poumon, pour l'instant, on est beaucoup plus au stade expérimental qu'au stade réel d'application clinique. Il y a un certain nombre d'obstacles qui sont compliqués à franchir pour l'instant. Merci beaucoup. Nous allons à Paris ou à Montbéliard? À Montbéliard, dans le public de Montbéliard, pour voir si nous avons des questions pour nos spécialistes. Vous nous entendez, Montbéliard? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous poser une question. Ça concerne une dame d'à peu près 68 ans qui a eu une bronchite très grave, beaucoup d'antibiotiques, et du coup elle a perdu le goût et l'odorat. Est-ce que c'est dû à ça et comment ça se... Voilà. Emmanuel Raymond, la perte du goût et de l'odorat, est-ce que ça peut être un des effets secondaires de la prise d'antibiotiques?
Peut-être le virus lui-même, ça dépend si c'est à l'origine une pathologie virale. Les virus font souvent perdre le goût et l'odorat. Après, est-ce que les antibiotiques ont rarement, enfin, ils peuvent, par l'intermédiaire de complications comme des mycoses, modifier le goût. Après, de façon prolongée, je vois difficilement, enfin, à moins que mon collègue ait une autre réponse. À Paris, une réponse. Est-ce que c'est lié aux antibiotiques ou est-ce que c'est lié directement au virus? Si c'est le cas, si c'est une angine virale? De toute façon, il y avait une maladie et il y a eu un traitement de la maladie. Donc ça veut dire que si avant, il n'y avait rien et qu'après, il y a un trouble du goût et de l'odorat, c'est forcément lié à un des deux. Donc ça peut être lié, bien sûr, au virus, à la bactérie, à l'infection en elle-même. Et puis, quand même, dans les effets indésirables de tous les médicaments sur les notices, les troubles de l'odorat, les troubles du goût, ça en fait partie. Après, c'est pas toujours plus important quand on donne un placebo, donc un comprimé de sucre, que quand on donne un antibiotique. Hein. Une question à Paris. Monsieur? Alors, tout à l'heure. Oui, bonsoir, moi j'avais deux questions en fait concernant, vous parlez des bactériophages, en fait, des protocoles en fait qui existent et qui sont un petit peu marginaux pour l'instant, parce qu'on en trouve à l'hôpital de Percy ou dans les hôpitaux militaires. Et je voulais savoir en fait si ce protocole de bactériophage allait s'étendre davantage pour de la chronicité au niveau des résistances de bactéries chez les patients. Ou est-ce que ça allait, est-ce qu'on voyait l'extension du protocole en fait à d'autres hôpitaux, à d'autres complexes hospitaliers? Et ma deuxième question, c'est concernant en fait les recherches d'un médecin ou d'un professeur, je ne sais plus exactement, qui est marocain, qui a fait un mélange d'antibiotiques et d'huile essentielle, et qui, paraît-il, donne des bons résultats. Alors, actuellement, en fait, on est encore en stade de recherche, mais est-ce que, dans combien de temps on peut espérer qu'éventuellement ce type de traitement puisse aboutir sur le marché? Voilà. Pierre-Régis Burgel, au sujet de l'extension de ce protocole bactériophage. Les bactériophages, ce n'est pas tout à fait ma spécialité, mais il y a une étude qui est faite, qui n'est pas uniquement à Percy, qui est faite chez les brûlés, sur en fait, les infections cutanées des brûlés, où on va appliquer une solution de bactériophage sur ces infections. Donc c'est local, hein, finalement c'est des bactériophages, c'est liquide. Hein, on met ce liquide antibactérien sur la peau. À ma connaissance, ce protocole est un protocole qui n'est pas limité à Percy, qui est effectué dans un certain nombre de services de grands brûlés en France. Ça, c'est première partie de réponse. Deuxième partie, est-ce que ça va s'étendre à d'autres bactéries? C'est pas simple. Hein. Sur le poumon, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours là-dessus, en particulier dans la mucoviscidose. Mais ça suppose qu'on ait le bon cocktail de bactériophages, parce qu'en fait, chaque bactériophage est spécifique d'une souche de bactéries. Donc il faut préparer un cocktail de bactériophages, et il faut que ce cocktail de bactériophages, non seulement il soit actif, mais qu'il soit de grade pharmacologique. Ça veut dire qu'on puisse l'administrer à l'homme sans prendre des risques de contamination bactérienne ou autre, qui, comme pour n'importe quel médicament, il y a des règles de sécurité pour éviter d'avoir des problèmes. En ce qui concerne la deuxième question de monsieur, le cocktail antibiotique, huile essentielle, qu'en est-il? Je n'en sais rien. J'ai pas d'informations particulières. Mais comme d'habitude, on entend toujours beaucoup de choses un petit peu miracles. Faut rester prudent, il faut tester les choses en essai clinique comme il faut, parce que sinon c'est comme ça qu'on se retrouve avec des catastrophes. À Montbéliard, Emmanuel Raymond, le cocktail antibiotique huile essentielle, ça vous dit quelque chose? Question justement là-dessus, parce que j'en ai entendu parler aussi, donc je voulais poser cette même question.
Ce Marocain a eu quand même le prix de l'inventeur européen 2017. Alors je ne sais pas quelle référence ça donne, mais je pense qu'il y a peu d'essais cliniques encore, il y a peu de preuves. Voilà, mais ça peut être un avenir utile. Pourquoi utile? Quel serait l'intérêt de ce mélange, d'après vous? Alors c'est la potentialisation de l'antibiotique par l'huile essentielle. D'après ce que j'ai lu un article récemment là-dessus, où on limite les résistances en associant les huiles essentielles et certains antibiotiques. Alors il ne précise pas dans l'étude quel antibiotique et quelle huile essentielle. Voilà, j'ai pas trouvé d'études avec des choses nettes. Voilà. Yves Millman, nous ne l'avons pas évoqué tout à l'heure, mais y a-t-il des alternatives à la prescription d'antibiotiques pour les animaux? Alors après, ça dépend de ce qu'on entend par alternative. Moi, ce que j'entends déjà dans un premier temps, effectivement, quand on dit alternative, on dit quelque chose qui remplacerait un antibiotique, donc c'est-à-dire utilisé à titre curatif. Sincèrement, bon, alors les bactériophages, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au XXe siècle. Comme l'a dit mon confrère à côté, on est avec des virus qui sont très spécifiques de souches bactériennes. Donc si on ne sait pas exactement à quelle souche bactérienne on a affaire, appliquer un traitement à base de bactériophages, c'est un petit peu difficile. D'autre part, alors chez les animaux en particulier, les infections essentielles sont des infections d'une part bactériennes et d'autre part respiratoires, qui à eux seuls justifient effectivement de la plupart des usages antibiotiques chez l'animal. Et donc il est assez difficile d'atteindre et le site dans le tube digestif et le site au niveau pulmonaire à l'aide de bactériophages. Donc pour l'instant, ça c'est pas quelque chose non plus qu'on va mettre en avant. Après, donc il y a les petits peptides antimicrobiens qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais pareil, en fait, ce sont des antibiotiques dans les faits, même s'ils sont un petit peu différents dans leur composition, ce sont des petites protéines, etc. Après, on aura aussi, alors on entend parler parfois du recours aux huiles essentielles, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer les antibiotiques? Je dirais d'autres antibiotiques, pour faire simple. Voilà, parce que par définition, c'est ce qu'il nous faut pour aller aider le patient à guérir. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas l'antibiotique qui guérit le patient, c'est le patient qui guérit grâce aux antibiotiques, puisque c'est quand même votre système immunitaire qui va quand même, au final, aller casser la figure aux méchantes bactéries qui vous font du mal. Et donc, ça, c'est la première chose qu'on entend par alternative. C'est un produit qui remplacerait à titre curatif. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu de façon outrancière, un autre antibiotique pourrait être utile, et donc d'autres stratégies qui consisteraient à trouver d'autres molécules à activité antibiotique pourraient être intéressantes, avec moins d'effets secondaires, moins d'émergence de la résistance, puisque maintenant, dans tout ce qui est autorisation de mise sur le marché, il y a l'évaluation du risque d'émergence antibiorésistance qui est pris en considération. Donc ça, c'est pour l'alternative au sens strict. Après, au sens large, heureusement, il y a autre chose qui va nous permettre d'éviter d'utiliser des antibiotiques. Ça va être tout ce qui va être pris en compte, alors pour les animaux de production en particulier, du confort au sens large du terme, du bien-être de l'animal. Donc si vous avez des animaux qui sont élevés dans de bonnes conditions, sans courant d'air, dans des bâtiments qui ne sont pas humides mais qui sont plutôt secs, etc. Si d'autre part vous avez une alimentation saine, sans carence, si vous avez également une bonne maîtrise du risque parasitaire, donc avec des animaux qui sont en bonne santé a priori, eh bien si jamais vous avez le passage d'une bactérie pathogène dans cet élevage, il ne va rien se passer, les animaux vont être en bonne santé. Et d'autre part, n'oublions pas aussi que comme alternative à l'usage d'antibiotiques, pour tout ce qui est maladie d'origine bactérienne, il y a quelque chose qui est pourtant fort décrié actuellement, et c'est bien dommage, c'est le recours à la vaccination. Vacciner, ça protège. Ça protège la personne qui est vaccinée et ça protège son entourage. Donc ne l'oublions pas et évitons de continuer de faire comme ça une espèce de vaccine bashing qui, à mon sens, est déplorable. Donc d'emblée, on peut dire que se vacciner, c'est protéger l'autre. Vacciner, c'est se vacciner, c'est déjà se protéger, et puis c'est aussi effectivement vacciner son environnement. Donc par exemple, si les gens des professions médicales et paramédicales se vaccinent, ils vont forcément protéger de fait bien les gens auxquels ils vont être confrontés, donc les patients dans les hôpitaux ou dans la médecine de ville. Et puis d'autre part, vous allez aussi vous protéger vous-même vis-à-vis des infections auxquelles vous serez confrontés dans ces conditions. Et donc de la même façon, si vous vaccinez un effectif animal, vous protégez bien évidemment les animaux qui sont vaccinés, mais vous protégez aussi tous ceux qui sont autour, donc à la fois dans l'élevage, mais aussi dans les élevages voisins. À Montbéliard, une question ?
Oui, bonsoir. Je voulais savoir, du coup, consommer de la viande, donc la nourriture animale traitée par antibiotiques, peut-il augmenter notre propre antibiorésistance? Yves Milman, peut-être? Alors, on ne traite pas de la viande avec des antibiotiques. On peut éventuellement traiter des animaux avec des antibiotiques contre des infections bactériennes, animaux qui peuvent ensuite, s'ils sont guéris, se retrouver dans la chaîne alimentaire. Toutefois, il y a des précautions qui sont systématiquement prises pour que les animaux qui ont été traités ne voient pas leurs produits rentrer dans la chaîne alimentaire avant un délai qu'on appelle un temps d'attente. Le temps d'attente, c'est le temps minimal entre le dernier traitement qui a été appliqué à l'animal et le moment où le produit peut être à nouveau mis sur le marché. C'est-à-dire, en fait, il s'agit tout simplement d'un délai qui a été mis en évidence de façon réglementaire. C'est-à-dire que vous avez sur les animaux des recherches analytiques qui ont été faites des résidus qu'on pouvait retrouver dans les produits. Et lorsque on n'est plus capable aujourd'hui de les retrouver au bout, par exemple, de 10 jours, on va considérer que le délai d'attente, il doit être de 10 jours plus un coefficient. Donc, par exemple, on va dire 15 jours, etc. Donc, il y a d'autre part des médicaments, des antibiotiques en particulier, qui ont la faculté de ne pas aller gagner certains tissus, donc ce qui permet d'avoir des temps d'attente relativement réduits, donc de pouvoir traiter par exemple une vache et d'avoir seulement 5 jours après le dernier traitement le lait qui est à nouveau utilisé. Donc pour répondre plus précisément avec la viande, en principe, normalement, comme il y a aussi des contrôles qui sont faits sur les produits, la viande, le lait, les œufs, etc., normalement, vous ne trouverez pas sur les marchés de produits d'origine animale contenant des résidus antibiotiques. Une question à Paris. Par ici. Monsieur, ici, on va vous donner un micro parce qu'on vous entendra mieux. C'est par ici, il y a eu une main de levée. Pardon. Alors, c'est votre tour après, promis, j'y veillerai. J'ai une question courte. Bonsoir, monsieur. Je suis là. Je voudrais savoir si les bactéries sont suffisamment intelligentes, entre guillemets, pour développer des antibiorésistances. Comment se fait-il que notre système immunitaire, à nous, au travers des milliers d'années d'évolution, en contact avec ces bactéries, n'ont pas créé une antibactériorésistance à travers le temps, ce qui pourrait éventuellement nous éviter d'absorber tous ces médicaments? Est-ce que ce ne serait pas une piste de recherche de stimuler plutôt notre système de se perfectionner? Florence Brossier, peut-être, et puis Pierre-Régis Burgel. Notre système immunitaire, il aide à lutter contre les bactéries, que ce soit les bactéries sensibles ou les bactéries résistantes. Quand on parle de bactéries résistantes, c'est vis-à-vis d'un antibiotique. Donc l'antibiotique, ça sert à tuer ou à inhiber la croissance de la bactérie, mais notre système immunitaire, il est aussi efficace contre les bactéries. Simplement, il peut être insuffisamment efficace. Donc c'est là où l'antibiotique peut aider à lutter contre une infection. En fait, c'est quand il y a un peu un défaut du système immunitaire, si on peut dire. C'est quand le système immunitaire n'arrive pas à échapper à quand le système immunitaire n'arrive pas à résoudre l'infection seul, qu'on donne un antibiotique. Après, il faut savoir que la résistance aux antibiotiques, elle peut se faire de plusieurs façons. Elle se fait de façon aléatoire. Donc, la résistance aux antibiotiques qui se faisait il y a 20 ans, elle pouvait se faire de façon différente de la façon dont elle se fait maintenant. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que la résistance aux antibiotiques, elle évolue. Dans les laboratoires et pour les patients, on ne voit pas exactement la même résistance maintenant que celle qu'on voyait il y a 10 ans. C'est parce que les bactéries, si on peut dire, de toute façon, dès qu'un antibiotique est mis sur le marché, les bactéries vont trouver un moyen d'échapper à l'antibiotique. Donc il y a sans cesse des nouveaux mécanismes qui se développent chez la bactérie. C'est un mécanisme qui est immuable. Alors, et moi, si j'ai bien compris votre question, je pense aussi qu'il y a autre chose. C'est le fait qu'il ne faut pas oublier, comme l'avait dit Florence Brossier tout à l'heure, qu'on a dans notre organisme, en gros, c'est 10 puissance 13 cellules, il y en a 10 puissance 14, donc 10 fois plus qu'on héberge. Et parmi ces bactéries, vous en avez, notamment des bactéries, vous en avez un certain nombre qui nous sont profitables et d'autres avec lesquelles on vit très bien, qui ne sont pas pathogènes. On parle de bactéries commensales et qui sont importantes. Alors après, on ne connaît pas encore tout à fait bien l'ensemble
de ces actions, de ce que Florence appelait tout à l'heure le microbiote, mais ce microbiote est indispensable. Hein, lorsqu'on a par exemple, alors on connaît ça assez bien avec l'animal, on peut produire des animaux qui sont complètement stériles. Sur le plan des agents bactériens, on parle d'animaux axéniques. Ben, les animaux axéniques, ils ne vivent pas très longtemps. Hein, vous ne pouvez pas avoir des animaux, sinon on aurait des vaches axéniques, on aurait des cochons axéniques, voilà, ça serait génial, il n'y aurait jamais besoin de traiter avec des antibiotiques. Non, ces animaux-là, ils ont besoin eux aussi d'avoir une flore commensale, classique, dont ils peuvent également tirer parti. Alors un exemple bête et méchant, mes vaches préférées, s'il n'y a pas de bactéries, elles ne vivent pas. Parce que s'il n'y a pas de bactéries, elles n'ont pas de rumen, elles ne peuvent pas profiter de l'herbe, et vous ne pouvez pas avoir un bon steak de charolaise qui a été produit grâce au fait que vous avez eu un certain nombre de bactéries qui sont présentes dans le rumen de la vache, dans sa panse, et qui transforment l'ensemble de ce que la vache a mangé en un steak juteux. Voilà. Ça ne concernait pas les bactéries en général. Ma question concernait les bactéries pathogènes. Comment se fait-il, si les bactéries sont suffisamment intelligentes pour développer une résistance, comment se fait-il que notre système immunitaire, au travers des millions d'années, n'est pas contre les bactéries pathogènes trouver une parade? Je parle uniquement des bactéries mortelles. Je ne parle pas des bactéries dont nous avons besoin, bien sûr. Oui, mais parmi ces bactéries commensales dont j'ai parlé, excusez-moi. Je vous en prie. Et parmi ces bactéries commensales dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, vous avez par exemple les colibacilles, Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une bactérie majoritairement commensale qui tue personne, voilà, tout va bien. Sauf que parmi ces souches-là, parmi ces souches de colibacilles, vous en avez un certain nombre qui sont pathogènes. Comment voulez-vous qu'un organisme soit capable de reconnaître de façon très très précise que cet Escherichia coli-là, il est méchant, que cet Escherichia coli-là, il est gentil? C'est pas forcément si simple que ça, avec votre système immunitaire, de reconnaître d'emblée toute une gamme de pathogènes et de se défendre de façon innée. Pierre-Régis Burgel, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, notre système immunitaire, il est extraordinaire. Quand on pense à la respiration, le poumon, à chaque instant, vous respirez de l'air. Cet air, il est plein de particules de pollution, il est plein de virus, il est plein de bactéries. Et pourtant, vous respirez tous les jours. Et si vous n'êtes pas malade, vous ne toussez pas. Et donc, on respire tout un tas de choses, et en particulier plein de bactéries. Et le système immunitaire supprime tout ça, sans même qu'on s'en rende compte. Mais après, c'est un petit peu la guerre. C'est la guerre entre le meilleur blindage et le meilleur missile. Et donc, de temps en temps, c'est le missile qui gagne. C'est tout. Une question à Montbéliard. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question concernant l'évolution des prescriptions d'antibiotiques. Alors, s'il y a eu problème, y compris en milieu hospitalier, c'est parce que, initialement, on avait prescrit des molécules de plus en plus efficaces. Alors, ces molécules de plus en plus efficaces ont remplacé d'anciennes molécules, et je voulais savoir si, avec le temps, ces anciennes molécules ne pourraient pas avoir à nouveau un rôle, et si bactériologiquement ça a été testé, de voir sur les souches actuelles si les antibiotiques de première génération qu'on utilisait avant, eh bien, ne seraient pas à nouveau efficaces. Il y aurait un double intérêt, un problème de coût qui serait certainement moindre que certaines molécules actuelles, et aussi un problème, je dirais, de renouveler et d'éviter toujours cette pression antibiotique de première intention. Emmanuel Raymond. Ça s'est fait dans les pays scandinaves qui ont été les premiers à diminuer la pression antibiotique, où certains antibiotiques qu'on n'utilisait plus ont de nouveau trouvé une utilité. Alors, comme les tétracyclines, comme les... Donc c'est vrai que les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, le Pays-Bas, on en parlait tout à l'heure, du Grand Nord-Sud, ça a été quand même dans les premiers à avoir pris conscience de ce phénomène. Et donc, leur antibiorésistance a diminué. Par rapport au pneumocoque, on a la vaccination du pneumocoque qui a fait énormément baisser aussi. On vaccine tous les enfants maintenant, enfin, on essaye de vacciner tous les enfants contre le pneumocoque. Et c'est une grosse façon de lutter contre l'antibiorésistance aussi. Florence Brossier, au sujet de l'exhumation en fait, de ces antibiotiques de première génération, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On voit ressurgir l'utilisation d'anciens antibiotiques à l'hôpital, des antibiotiques qui avaient disparu des fois depuis 20 ans. Maintenant, comme on est confronté à certaines impasses thérapeutiques, alors heureusement, le nombre de patients pour lesquels on est complètement en impasse thérapeutique antibiotique,
Il est faible actuellement, même s'il a quand même bien augmenté ces 10-15 dernières années. Mais en effet, on voit des anciens antibiotiques. Je ne sais pas, par exemple, dans mon hôpital, il y a la thémoxyline qui est de plus en plus utilisée. C'est un vieil antibiotique qui était plus utilisé depuis les années 70. Et on voit que la thémoxyline, maintenant, on commence à l'utiliser sur les souches multirésistantes pour lesquelles il ne reste pas beaucoup d'antibiotiques. Donc oui, les anciens antibiotiques, avec l'émergence des bactéries multirésistantes, on recommence à les utiliser. Et ainsi, on trompe, en fait, est-ce qu'on peut parler de tromper, de ruser la résistance des bactéries? Est-ce que c'est une façon de... Oui, c'est vrai. En fait, donc on disait que plus un antibiotique est utilisé, plus il y a développement d'antibiorésistance. Donc l'antibiorésistance, ce n'est pas forcément quelque chose qui est définitif. Donc je vous donne un exemple. Il y a 15 ans, 15-20 ans, on utilisait beaucoup de fluoroquinolone en France et en particulier en ville. C'était un des antibiotiques qui était le plus utilisé en médecine de ville. Puis après, il y a eu des consignes du gouvernement de la santé qui a dit qu'il fallait baisser l'utilisation des fluoroquinolones. Donc c'est une classe d'antibiotiques particulière. Donc, avec la baisse de l'utilisation des fluoroquinolones, on est revenu à une sensibilité des souches des bactéries vis-à-vis de cette classe d'antibiotiques. Donc, quand les fluoroquinolones étaient très prescrites, les bactéries résistaient beaucoup. Il y avait une forte proportion des bactéries qui étaient devenues résistantes à ces antibiotiques. Une fois que les fluoroquinolones ont été beaucoup moins utilisés, les souches sont redevenues sensibles. Donc, l'antibiorésistance, ça peut être dramatique. Il y a un rapport en février 2017 de l'OMS qui est sorti qui dit que vraiment l'antibiorésistance c'est vraiment un problème mondial de santé, c'est un peu une bombe à retardement, oui, mais on peut revenir à une sensibilité vis-à-vis de certains antibiotiques quand les antibiotiques sont moins utilisés. Yves Milman, a-t-on observé le même phénomène quant à la prescription d'antibiotiques pour les animaux? Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, en effet, on a eu une baisse très importante de la prescription d'antibiotiques dans le monde animal au cours de ces dernières années. Enfin, en tout cas, je parle naturellement pour la France. Il faut reconnaître que le gradient nord-sud dont on parlait tout à l'heure chez l'homme, on le retrouve également chez l'animal. C'est-à-dire que les pays scandinaves sont également leaders dans ce qui est de l'usage prudent des antibiotiques, d'une façon générale, donc y compris donc, dans le monde animal. Donc on a une baisse de cette prescription. Et puis pour rebondir sur ce que disait Florence tout à l'heure, nous effectivement, alors on voit, alors c'est jamais immédiat. Donc vous avez une baisse de la prescription de certaines classes d'antibiotiques sur certaines espèces animales. Et dans ces espèces animales, quand on isole des bactéries pathogènes, donc alors pour nous ce sont des pastorelles, sont des salmonelles, etc. Eh bien on constate avec un délai qui va de 1 à 3 ou 4 ans, eh bien, une baisse du niveau de résistance de ces bactéries justement à ces classes antibiotiques. Comme quoi, effectivement, le fait de moins prescrire amène effectivement à un retour à la normale du niveau de résistance. Tout simplement parce que si j'avais une image assez idiote, je vous dirais, voilà, si je fais les 20 km de Paris avec des bonnes chaussures et puis sans sac à dos, eh bien, je vais mettre un certain temps. Si par contre je prends des chaussures un peu moins bonnes et puis que je me charge avec un sac de 20 kg de pierre, je vais mettre un petit peu plus de temps. Eh bien, de la même façon, une bactérie, lorsqu'elle acquiert, notamment par l'intermédiaire de plasmides conjugatifs, etc., des gènes d'antibiorésistance, eh bien, ces gènes supplémentaires qu'elle a au sein de sa cellule, eh bien, c'est un poids supplémentaire. Ça diminue ce qu'on appelle sa fitness, sa capacité de multiplication. Et donc, en général, la bactérie, quand elle n'a pas besoin de la résistance à l'antibiotique, elle s'en débarrasse. C'est comme moi, je veux faire les 20 km de Paris, je jette mon sac pour espérer gagner la course. Donc, de la même façon, finalement, au bout d'un certain temps, lorsque la pression de sélection d'antibiotiques diminue, la résistance aux antibiotiques également diminue. Une question à Paris. Monsieur, on vous apporte le micro. Moi, je voulais poser la question, je vais la poser en question personnelle. C'est le système immunitaire. Depuis des années, je refuse de prendre des antibiotiques lorsque je suis atteint par une bactérie. Je suis asthmatique, donc j'ai un système pulmonaire qui est très bien traité, donc poursuivi par un régime rigoureusement, donc par conséquent bien maîtrisé.
En hiver, je ne chauffe pas. En été, j'aime la chaleur. Donc mon corps ne s'oppose aucunement à la variation des températures. Seulement, par exemple, ici au mois de septembre, j'ai été surpris par la variation de température, j'ai pris froid. Et donc j'ai attrapé un virus, j'ai eu une grippe. Et pendant une semaine, donc je suis tombé malade. Donc il y a eu des bactéries opportunistes, j'ai eu des rhinopharyngites et une bronchite. Et j'ai laissé mon système immunitaire résister. Pendant 4 semaines, tout cela a été évacué. Et c'est ainsi que j'oppose effectivement le travail de mon système immunitaire à toute intrusion bactérienne, opportuniste, etc. La question que je voulais poser, c'est quelle est la limite que le système immunitaire peut, en fonction du vieillissement, en fonction des situations, des circonstances, de la fatigue, du manque de sommeil, etc., à cette stratégie de laisser le système immunitaire développer ses anticorps et opposer effectivement sa lutte contre les bactéries. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça, c'est j'ai entre les mains le numéro de la recherche de septembre 2016, qui précisément était consacré à la résistance aux antibiotiques. Et je lis à un moment donné, donc une des pages, combiner des molécules. Alors, on voit ici donc la stratégie de combiner des antibiotiques à des ions argent, ou bien tout simplement de combiner, et ça c'est le plus important, des anticorps à des antibiotiques qui semblerait-il serait une stratégie très très efficace. Anticorps à antibiotiques. Alors voilà mes deux questions. Que pensez-vous de cette stratégie donc, qui a été décrite par la recherche de septembre 2016, anticorps plus antibiotiques, qui semble être efficace et dépasse effectivement, atteint les bactéries antibiorésistantes, finit par les atteindre. Et deuxièmement, donc c'est ma première question, est-ce qu'il y a une limite à cette stratégie personnelle d'opposer à toutes les agressions bactériennes la patience du travail du système immunitaire? Merci. La patience du système immunitaire. Messieurs et mesdames, pour la première question. Bon, la patience du système immunitaire, il y a des fois, ça a ses limites. Hein. Quand vous avez une pneumonie grave, si vous ne prenez pas d'antibiotiques, dans les 48 heures, vous êtes mort, hein, et parfois même avant. Donc, voilà. Après, j'ai trouvé intéressant votre intervention sur asthme. Au mois de septembre, vous avez pris froid, vous avez eu la grippe. Donc, la grippe, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas en période épidémique. Vous avez peut-être eu une virose. Après... en septembre, par contre, il y a beaucoup de viroses. Et il y a beaucoup de viroses parce que les gens partent en vacances dans le monde entier. Ils vont ramener des virus d'un petit peu partout. Puis après, vous avez la rentrée scolaire avec les enfants qui se mettent tous ensemble au même endroit, qui ramènent les virus dans les familles. Et donc, le 30 août, vous n'avez pas beaucoup de virus qui circulent. Le 15 septembre, il y en a absolument partout. Et par rapport aux exacerbations d'asthme, la première cause, c'est quand même les infections virales. Et après, il peut y avoir une surinfection bactérienne, comme vous avez dit. C'est jamais qu'une bronchite. Est-ce que pour toute bronchite, il y a forcément besoin d'antibiotiques? C'est pas sûr. Et on n'est même pas sûr que vous avez eu une bactérie. Donc, dans ce cas, vous êtes sûr, mais moi, je ne suis pas sûr. Je suis désolé. Mais au-delà de ça, sur une infection bénigne, le système immunitaire vous aide. Et heureusement, les hommes ont vécu avant 1928 et l'invention des antibiotiques. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Après, quand on a une infection sévère, il vaut mieux prendre des antibiotiques. Au sujet de la seconde question, cette stratégie anticorps-antibiotique présentée par un numéro de la recherche daté de 2016. Ça fait un petit peu partie des solutions, en fait, pour essayer de trouver des choses qui vont lutter contre les bactéries, hors les antibiotiques. Donc, en fait, il y a pas mal de solutions actuellement qui sont... en cours de test ou en cours de développement. Hein. On entend parler beaucoup de solutions, mais il faut savoir qu'un nouveau médicament mis sur le marché, si ce n'est pas un antibiotique, mais c'est quelque chose pour lutter contre les bactéries, pour le développement, il faut au moins 5 ou 10 ans pour vraiment avoir des réponses sur son efficacité ou pas. Donc, en alternative, donc on a parlé des bactériophages, c'est une alternative. Les anticorps contre certains composés des bactéries, c'est une autre alternative. Donc actuellement, il y a plusieurs tests qui sont en cours. Donc il y a des anticorps qui sont ciblés, par exemple, sur certains antigènes bactériens. Donc là, il y a des études qui sont en cours, par exemple, sur la bactérie qu'on appelle Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie de l'environnement
C'est une bactérie qui est opportuniste, dont on entend beaucoup parler à l'hôpital, qui fait en particulier des ravages dans certains services de réanimation chez les patients qui sont intubés, ventilés. Donc là, il y a des essais en cours sur des anticorps contre des antigènes de Pseudomonas aeruginosa. Après, il y a d'autres essais en cours avec des anticorps qui sont ciblés, qui ciblent les systèmes qu'on appelle toxines-antitoxines. Donc, dans une bactérie a un pouvoir pathogène, en particulier à l'aide de certains facteurs de virulence, à l'aide de certaines toxines potentiellement. Et il y a des anticorps qui sont des antitoxines qui vont arriver à neutraliser les toxines bactériennes. Donc, il y a pas mal d'études qui sont en cours en ce moment. Ça peut être des alternatives. Vous dire si ça sera vraiment au point dans 5 ou 10 ans, pour le moment, on n'est pas capable. Voilà. Florence Brossier, grâce à la seconde question de monsieur, sans doute avez-vous en partie répondu à la question d'une de nos tweetos. Quelles sont les pistes de recherche en ce moment pour lutter contre l'antibiorésistance? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, moi, je cite très bien quelque chose qui est très à la mode en ce moment, là, dont on entend parler depuis 1 ou 2 ans. C'est la greffe fécale. Pardon. La greffe fécale, donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est la greffe fécale. Donc, on entend beaucoup parler du microbiote intestinal actuellement. Donc, le microbiote intestinal, on lui attribue actuellement depuis 1 ou 2 ans un tas d'actions très bénéfiques sur le corps humain. Donc, il y aura une action sur la lutte contre les infections, contre les bactéries pathogènes, par exemple. Il y aura également un effet sur l'obésité, un effet sur les maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est vraiment un sujet très à la mode. Et il y a des tests en cours sur ce qu'on appelle la greffe fécale. Donc la greffe fécale, c'est en fait donner à des patients qui font des infections récidivantes à bactéries multirésistantes des bactéries de microbiote sain. C'est-à-dire qu'on fait ingérer des gélules à des patients qui contiennent des bactéries qui sont issues d'excréments de donneurs sains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un microbiote sain avec des bactéries commensales classiques. Et la greffe fécale, actuellement, c'est très à la mode et il y a des essais en cours. Voilà, donc c'est une des solutions. On entend aussi beaucoup parler des probiotiques actuellement. Donc les probiotiques, ce sont des micro-organismes, donc ça peut être des bactéries qu'on va donner. Leur but est d'avoir un effet au niveau intestinal et éventuellement d'éliminer les bactéries pathogènes. Donc ça, ce sont des axes de recherche, mais tout comme les bactériophages, tout comme les systèmes toxines-antitoxines, tout comme les anticorps divers et variés contre plusieurs bactéries. Merci. À Montbéliard, Emmanuel Raymond, êtes-vous un prescripteur de probiotiques? Je conseille aux gens de boire du kéfir. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous connaissez le kéfir, non? Parlez-nous du kéfir. Alors, c'est un micro-organisme qui se développe, qu'on met dans de l'eau avec du citron, des figues, etc., et qui contient énormément de ces micro-organismes. Alors après, c'est vrai que c'est la mode actuellement, donc ça se développe de plus en plus. Ensuite, quand on en a beaucoup, on peut le partager, on en donne à son voisin qui va continuer de le développer. Ça fait un genre de boisson citronnée, un petit peu gazeuse, sans sucre quasiment, fermentée, oui, et qui apporte énormément de probiotiques. Alors après, il y a toutes les autres... je pense que ça marche aussi bien que ceux qui sont vendus très cher en pharmacie. Voilà. Le yaourt? Ou dans les yaourts, les fromages au lait cru. C'est vrai qu'on mange de moins en moins de produits crus. Tout est tellement aseptisé dans ce qu'on mange qu'on n'est plus habitué à rencontrer des germes. Donc je pense que manger des fromages au lait cru, enfin c'est remanger sainement. Tout ce qui est fermenté, en Alsace on mange de la choucroute, voilà, c'est des choses comme ça. Je pense qu'il peut y avoir des bénéfices en même temps avec le bonheur de partager un bon repas, voilà. Alors, entre le steak saignant de monsieur tout à l'heure et vos fromages au lait cru, heureusement que nous ne sommes pas dans un sujet sur le vegan, parce que nous aurions des réactions un peu agacées dans le public. Donc, on peut en profiter. Là, aujourd'hui, ce n'est que l'antibiorésistance, mais je ne parle pas non plus de la promotion des vaccins, etc. Une question à Montbéliard. Oui, il y a une question à Montbéliard. Oui, bonsoir. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas arrêter un traitement antibiotique en cours. Or, j'ai pu comprendre en début d'exposé qu'on s'orientait justement à diminuer la durée de traitement et voire d'arrêter un traitement en cours.
si le sujet se sentait guéri. Alors, Florence Brossier, au sujet de cette durée du traitement et de cette sensation d'être guéri. Il ne faut surtout pas arrêter un traitement antibiotique en cours. Si le médecin vous a prescrit 5 jours de traitement antibiotique, il faut bien prendre 5 jours de traitement antibiotique et pas 2 jours parce que vous vous sentez mieux au bout du 2e jour. Il faut respecter vraiment le temps qui a été prescrit par le médecin. Pour quelle raison il faut respecter ce temps? Parce que si on ne respecte pas le temps, cela favorise le développement de l'antibiorésistance. Donc, il est vrai qu'actuellement, les traitements antibiotiques recommandés, les durées de traitement antibiotique recommandées ont tendance à raccourcir. Mais si on a un raccourcissement actuellement des traitements antibiotiques recommandés, c'est parce qu'il y a eu différentes études qui ont montré que, par exemple, dans la pyélonéphrite, on pouvait passer de 15 jours de traitement à 10 jours de traitement. Cela a été démontré. Mais il faut absolument suivre le nombre de jours qui est prescrit par votre médecin. Parce que si vous avez un traitement qui est prescrit pour 5 jours, si vous ne le prenez que 2 jours, même si vous vous sentez mieux, vous avez un risque de développer de l'antibiorésistance. Quel est le mécanisme, en fait, si on arrive à le vulgariser, si vous arrivez à le vulgariser, par quel mécanisme, en fait, le raccourcissement en fait, du traitement développe de l'antibiorésistance? Alors, pour l'antibiorésistance, le fait de raccourcir le traitement peut développer l'antibiorésistance parce qu'il peut rester une certaine quantité de bactéries résiduelles qui va être en contact d'une certaine quantité d'antibiotiques qui va être sous-optimale. Voilà. Il faut que lorsque le traitement antibiotique soit fini, la bactérie qui vous donne l'infection soit totalement éradiquée. Si elle n'est pas totalement éradiquée, elle peut l'être au bout de 5 jours et pas de 2 jours. Si la bactérie n'est pas totalement éradiquée au bout de 2 jours, que vous vous sentez mieux, que vous arrêtez l'antibiotique, peut-être que ça a tué 90% des bactéries qui vous donnaient l'infection, mais qu'il reste 10% des bactéries. Ces 10% de bactéries restantes, elles vont se trouver avec l'antibiotique qui va être en concentration sous-optimale. Et la concentration sous-optimale de l'antibiotique vis-à-vis de la bactérie va favoriser l'antibiorésistance. La notion de dose vis-à-vis d'une bactérie, d'un antibiotique vis-à-vis d'une bactérie est très importante. Si on veut prescrire une certaine dose d'antibiotique, il faut respecter la dose. Si vous preniez la moitié de la dose, quand vous prenez la moitié de la dose, si vous êtes à la concentration sous-optimale, la bactérie va développer d'autant plus facilement des mécanismes de résistance. Donc il faut bien respecter le nombre de jours et la dose. J'imagine qu'il y a des bactéries plus ou moins coriaces. Oui. Vous parlez de 5 jours, mais peut-être qu'il y a des traitements antibiotiques qu'on va allonger sur 1 semaine. Oui, ça va dépendre évidemment du type d'infection. Hein. C'est sûr que si vous avez une pneumonie, ça ne va pas être la même durée de traitement qu'une cystite, qu'une infection urinaire simple, par exemple. Et ça peut dépendre aussi éventuellement de la bactérie que vous avez. Donc les endocardites, les infections bactériennes au niveau du cœur, selon que c'est un entérocoque et un staphylocoque doré, ça ne sera pas forcément la même durée. Une question à Paris. Alors, il y en a ici. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant le microbiote. Un post de Un des Sciences s'est affiché en disant qu'il y avait environ 10 bactéries pour une cellule. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut estimer ce nombre de bactéries chez l'homme. C'est devenu relativement simple. Le problème qu'on a avec les bactéries, c'est que où qu'on les trouve, que ce soit dans l'océan, dans le sol ou dans le corps humain, pendant très longtemps, pour identifier les bactéries, on les a identifiées en les cultivant au laboratoire. Et donc, pour cultiver une bactérie au laboratoire, ma voisine de droite est sans doute bien plus qualifiée que moi, mais globalement, il faut lui trouver les aliments dont elle a besoin. Donc, les bactériaux avaient développé tout un tas de stratégies. Ils vous donnaient du sang de veau, des carottes, tout ce que vous voulez pour nourrir vos bactéries. Mais en faisant ça, au mieux, on est capable de cultiver 30% des bactéries sur la planète. Et maintenant, on a d'autres techniques qui permettent d'identifier les bactéries, qui sont de séquencer leur matériel génétique. Donc on regarde l'ADN des bactéries. Ça permet de savoir un petit peu mieux combien de bactéries on a sur nous. Il y a des quantifications qui sont possibles. Et c'est comme ça qu'on a pris conscience finalement que notre organisme était plein de bactéries. Alors on le savait depuis très longtemps au niveau du tube digestif, mais on a plein de bactéries sur la peau.
on a plein de bactéries dans le nez, on a plein de bactéries dans les poumons. Il n'y a pas si longtemps que ça, on apprenait à la faculté de médecine que les poumons, c'était un environnement stérile. Les poumons, c'est plein de bactéries. Simplement, on vit bien avec ces bactéries. Et comme disait mon voisin de droite tout à l'heure, quand on fait des animaux qui n'ont pas de bactéries sur eux, ben, ils ne vont pas bien. Une question à Paris et nous finirons à Montbéliard, ici, devant. Bonsoir. J'avais une question, c'est au niveau du thème de la conférence, c'était sur la résistance aux antibiotiques. Et vous écoutez, on a l'impression qu'en fin de compte, c'est une fatalité vu qu'il n'y a pas d'autre alternative encore. Donc, est-ce qu'il faut encore attendre 5 à 10 ans avant qu'il y ait des études concrètes qui puissent nous permettre d'avoir des traitements à longue durée sur certaines maladies? Ou est-ce qu'on va devoir continuer à développer pendant cette durée la résistance aux antibiotiques? Alors, je crois qu'actuellement, la solution, et c'est ce que pensent la plupart des infectiologues ou des personnes spécialistes dans les antibiotiques, la solution actuelle, là, immédiate, c'est surtout protéger les antibiotiques qu'on a. Parce que pour développer un antibiotique, c'est au moins 5 à 10 ans. Et vous avez vu aussi toutes les autres solutions alternatives, type les bactériophages, etc. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, vraiment, la solution immédiate, c'est protéger les antibiotiques actuels. Et pour protéger les antibiotiques actuels, eh ben, c'est mieux les utiliser. C'est les utiliser quand il y en a vraiment besoin. Et c'est faire en sorte que quand un patient est porteur d'une bactérie multirésistante, il n'y ait pas de dissémination de cette bactérie. C'est-à-dire que si le patient il est hospitalisé dans un hôpital, eh bien, ce n'est pas transmettre la bactérie aux voisins de chambre à l'hôpital. Donc, c'est prendre des solutions d'hygiène hospitalière en faisant en sorte, par exemple, que le patient soit hospitalisé dans une chambre seule, qu'éventuellement, il ait du personnel ou du matériel dédié quand il s'agit de bactéries multirésistantes, voire tautorésistantes, c'est-à-dire quasiment résistantes à tous les antibiotiques. La solution immédiate, c'est ça, c'est protéger les antibiotiques qu'on a actuellement. Parce qu'avant que les nouveaux antibiotiques arrivent, ou les solutions alternatives arrivent, il va s'écouler quelques années. Mais bon, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. C'est vrai que à la fin des années 80, donc, il y a eu vraiment une recherche sur les antibiotiques qui a très fortement diminué. Pourquoi? Parce qu'on avait un arsenal thérapeutique, antibiotique qui était assez important. Et puis les industriels pharmaceutiques qui se sont détournés de ce type de recherche parce qu'il y avait des recherches qui étaient beaucoup plus rentables. Les antibiotiques, ça devenait plus tellement rentable. Par exemple, après, ils se sont plus intéressés aux antiviraux contre le VIH, par exemple. Mais maintenant, comme on parle beaucoup d'antibiorésistance, puis je vous ai dit, maintenant, il y a eu beaucoup de campagnes pour dire qu'il y avait beaucoup d'antibiorésistance. Là, il y a un rapport de l'OMS qui est sorti en février 2017 en disant que vraiment la résistance aux antibiotiques, c'était une bombe à retardement. Donc, les industries pharmaceutiques recommencent à s'intéresser à la recherche sur les antibiotiques. Mais le temps qu'on ait une nouvelle classe d'antibiotiques, il va s'écouler au moins 5 ou 10 ans. Voilà. Donc pour l'instant, il faut préserver les classes d'antibiotiques qu'on a actuellement. Et peut-être qu'on aura d'autres classes dans 10 ans. Pierre-Gilles Burgel, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, on parle beaucoup des bactéries et des bactéries résistantes et les bactéries évoluent. Les antibiotiques, on a les anciens, on a les nouveaux. Les anciens ne sont pas forcément plus efficaces ou moins efficaces que les nouveaux. Donc ça, ok. Je pense qu'il faut voir aussi que les besoins évoluent un petit peu et que les individus auxquels on s'intéresse maintenant, les patients qu'on soigne, ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Les gens vivent plus vieux, il y a tout un tas de maladies chroniques, il y a tout un tas de besoins différents. Et dans les stratégies qu'on utilise, il y a, pour limiter les résistances antibiotiques, il y a aussi des stratégies un petit peu alternatives. On parlait tout à l'heure de la vaccination, c'est une excellente stratégie de prévention des infections. Je vous rappelle que les grandes épidémies de grippe espagnole qui ont tué plein de gens en 1914, etc., les gens ils mouraient d'infections bactériennes après la grippe. Donc quand on se vaccine contre la grippe, on a besoin de moins d'antibiotiques après. Et puis il y a d'autres trucs. On parlait des antiviraux, on parlait du sida, par exemple. Quand vous avez une épidémie mondiale de sida, ça vous provoque une épidémie mondiale de tuberculose, et en particulier de tuberculose multirésistante. Quand vous donnez des antiviraux, quand vous faites de la prévention du sida, quand vous avez moins de cas de sida dans le monde, vous aurez moins de tuberculose et moins de bactéries multirésistantes, en particulier moins de tuberculose multirésistante.
Merci. Une dernière question à Montbéliard. Oui, une question qui concerne l'efficacité à nouveau des antibiotiques. On a parlé des huiles essentielles potentiellement qui pourraient potentiellement être actives et potentialiser l'action des antibiotiques. On a parlé tout à l'heure aussi de faire des injections fécales avec le microbiote. Mais il y a quelque chose quand même qui est un modèle qui est très intéressant, qui était l'association amoxicilline-acide clavulanique et qui avait nettement augmenté l'efficacité de l'amoxicilline. N'y a-t-il pas eu des recherches ou n'y a-t-il pas d'autres recherches dans ce sens où on mettrait un booster qui serait une molécule particulière comme on l'a fait avec l'amoxicilline? C'est un concept déjà ancien et qui continue de marcher. C'est quand même énormément prescrit actuellement. L'amoxicilline acide clavulanique, c'est un excellent antibiotique dont l'efficacité n'a pas tellement diminué avec le temps, en tout cas dans les infections respiratoires. Mais ce n'est pas exactement un booster qu'on a mis. On a mis un inhibiteur d'enzyme qui inactive l'antibiotique. Et ça s'appelle peu importe cet inhibiteur, mais cette stratégie d'associer un antibiotique à un inhibiteur de l'enzyme qui va l'inactiver et qui est présente chez les bactéries, c'est une stratégie qui est largement développée. Des inhibiteurs de ce type d'enzyme, il y en a des nouvelles qui ont été mises sur le marché encore il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc c'est une bonne stratégie. Je vous voyais hocher de la tête au mot de booster. Non, c'était parce qu'en fait, justement, c'était pas vraiment un booster. Hein, c'est juste que c'est une classe d'antibiotiques pour laquelle les bactéries ont échangé des gènes qui sont des enzymes qui vont les découper en petits morceaux. Hein. Donc, vous avez les pénicillinases, les céphalosporinases, etc. Et donc, vous pouvez avoir, dans certains cas, la découverte d'inhibiteurs de ces enzymes. Voilà, donc là, effectivement, le fait de les associer, ça rend l'antibiotique un petit peu plus efficace. Alors, mais je profite du fait que vous me donniez la parole pour répondre aussi à la question qui avait été posée tout à l'heure. Moi, je pense tout simplement qu'il faudra vivre avec l'antibiorésistance. En fait, comme ça a été évoqué tout à l'heure, avant 1928, il n'y avait pas d'antibiotiques. Hein, l'homme avait vécu avant. Et lorsqu'il y a eu des recherches qui avaient été faites dans des sols extrêmement profonds en Alaska et au Canada, des gènes bactériens de résistance aux antibiotiques ont été découverts très très profonds, donc étaient présents des temps de l'homme préhistorique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gènes d'antibiorésistance, ils préexistent, hein, ils sont présents de façon naturelle finalement dans les génomes bactériens, ils circulent. Et donc simplement, c'est l'usage prudent, utiliser moins et mieux, qui va nous permettre de continuer à vivre avec les bactéries, même si elles peuvent développer des antibiorésistances qu'elles échangent rapidement. Merci à vous. Il faudra vivre avec l'antibiorésistance, les 2 M, mieux, moins et mieux, c'est ça? Les 2 M, on saura que les antibiotiques sont des médicaments puissants qui tuent les bactéries et non les virus. Vous aviez raison tout à l'heure. Donc, très nécessaire dans le cas de pathologies bactériennes. Ensuite, vous aviez vu juste aussi, en étant excessif ce soir, c'est bien 160 000 patients qui développent chaque année en France des infections dues à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Et puis pour finir, ça c'est le côté un peu alarmiste, 10 millions de morts prévisionnelles dues aux bactéries multirésistantes d'ici 2050. Bien entendu, c'est de la science-fiction, ce sera adapté avant. Et je suis presque sûre que nous éviterons, n'est-ce pas, cette sorte de catastrophe. 10 millions, c'est autant que de morts de pathologies cancéreuses. D'accord ? Je suis sûre qu'on va, avec tous ces rapports, notre énergie, on n'arrive pas à ces 10 millions. Bon, retardement, comme vous disiez, Florence Brossier, mais puisqu'on en a conscience, je suis sûre qu'on a des armes pour éviter tout cela. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir assisté ce soir à cette conférence. Nous remercions très fort l'INSERM qui nous a accueillis, Universcience. Nous remercions la Cité des sciences et de l'industrie. Nous remercions le Pavillon des sciences à Montbéliard. Nous remercions nos intervenants ce soir, Florence Brossier, Yves Milman, Pierre-Régis Burgel à Paris, Emmanuel Raymond à Montbéliard. Merci à vous pour votre génie. Merci beaucoup à nos équipes techniques ici à Paris et puis à Montbéliard, parce que sans ces équipes-là, nous ne sommes rien, nous sommes tout petits et toutes petites. Merci également à vous d'être venus nombreux et nombreuses.
Soignez-vous bien, vous l'avez compris, un peu de kéfir ce soir. Et on se retrouve, si vous êtes encore en vie, je l'espère, si vous avez résisté à la maladie. Nous nous retrouvons le 9 novembre pour évoquer ensemble les vertus thérapeutiques de la musique et de la danse. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci.